Pour soutenir la chaîne, buy me a coffee. Merci. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 6. Première partie. On ne chanta pas cette nuit-là. Il n'y eut que les cris et le silence. Selver jubila de voir les vaisseaux volants brûlés. Des larmes lui vinrent aux yeux, mais aucune parole ne sortit de sa bouche. Il se détourna sans un mot de ce spectacle pour ramener ses troupes dans la ville, le lance-flamme terriblement lourd dans ses bras. Chaque groupe des peuples de l'Ouest et du Nord était mené par un ancien esclave comme lui-même, un de ceux qui avaient servi les humains à Central et connaissaient chaque bâtiment, chaque voie de la ville. La plupart de ceux qui participèrent à l'attaque cette nuit-là n'avaient jamais vu la cité humaine, et beaucoup parmi eux n'avaient jamais croisé un seul humain. Ils étaient venus parce qu'ils suivaient Selver, parce qu'ils étaient attirés par le mauvais rêve, et que seul Selver pouvait leur apprendre à le maîtriser. Ils étaient des centaines et des centaines, hommes comme femmes. Ils avaient attendu dans un silence absolu, dissimulé par les ténèbres pluvieuses qui entouraient la ville, tandis que les anciens esclaves, 2 ou 3 par groupe, accomplissaient ce qu'ils pensaient devoir faire, briser la conduite d'eau, couper les fils qui transportaient la lumière depuis le centre du générateur, s'introduire dans l'arsenal pour y dérober des armes. Les premières morts, celles des gardes, avaient été silencieuses, données dans le noir, très vite, par des armes de chasse, lacets, couteaux, flèches. La dynamite, volée plus tôt dans la nuit au camp de déboisement situé à 16 kilomètres au sud, fut placée dans l'arsenal, dans le centre du QG, pendant que des incendies étaient allumés en d'autres endroits. Puis l'alarme fut donnée, les brasiers se déchaînèrent, et tant la nuit que le silence s'esquivèrent. La plupart des détonations et des coups de feu venaient des humains qui se défendaient, car seuls les ex-esclaves avaient pris des armes dans l'arsenal, et eux seuls s'en servaient. Tous les autres s'en tenaient à leurs propres lances, couteaux et arcs. Mais ce fut la dynamite, positionnée, puis allumée par Reswan et d'autres créates ayant travaillé dans les enclos à esclaves des bûcherons, qui généra le bruit qui eut le dessus sur tous les autres, fit sauter les murs du centre du QG et détruisit les hangars et les vaisseaux. Il y avait environ 1700 humains en ville cette nuit-là, dont près de 500 femelles. Toutes les femelles humaines étaient censées se trouver ici, désormais. C'était pourquoi Selver et les autres avaient décidé d'agir, quand bien même tous les gens désireux de venir ne s'étaient pas encore assemblés. Entre 4 et 5 000 hommes et femmes avaient traversé les forêts pour assister à la réunion d'Entor, puis s'étaient rendus jusqu'ici, jusqu'à cette nuit. Les incendies étaient gigantesques, et il y avait dans l'air une écœurante odeur de massacre et de brûlé. Selver avait la bouche sèche, la gorge douloureuse. Il n'arrivait même pas à parler, et il avait très soif. Alors qu'il menait son groupe le long du sentier principal de la ville, un humain se mit à courir dans sa direction. La clarté tremblotante de l'air enfumé rendait sa silhouette énorme. Selver leva le lance-flamme et appuya sur la gâchette, alors même que l'humain glissait dans la boue et tombait lourdement sur ses genoux. Aucun jet de flamme ne s'échappa de l'appareil. Tout son combustible avait déjà été utilisé pour brûler les vaisseaux qui ne se trouvaient pas dans le hangar. Selver se débarrassa du lourd engin. L'humain n'avait pas d'armes, et c'était un mal. « Laissez-le filer », essaya de dire Selver, mais sa voix restait faible. Et 2 hommes, des chasseurs venus des clairières d'Aptam, l'avaient dépassé d'un bond, en brandissant leurs longs couteaux alors même qu'ils parlaient. Les grandes mains glabres se crispèrent dans l'air puis retombèrent mollement. Le grand cadavre s'immobilisa sur le sentier.
De nombreux autres morts gisaient çà et là dans ce qui avait été le centre de la ville. Il n'y avait plus beaucoup de bruit, à part celui des incendies. Selver écarta les lèvres et lança d'un ton rauque le signal qui mettait fin à la chasse. Ceux qui l'accompagnaient le reprirent plus clairement et plus fort, en forçant leur voix de fausser. D'autres voix leur répondirent, proches et lointaines, dans la brume et la fumée, dans l'obscurité nocturne qu'éclairaient irrégulièrement les flammes. Au lieu de conduire son groupe hors de la ville, il leur fit signe de continuer, tout en s'engageant lui-même dans la zone boueuse qui s'étendait entre le chemin et un bâtiment détruit par le feu. Il enjamba une femelle humaine morte et se pencha au-dessus d'un autre corps, cloué au sol par une poutre de bois calciné. Il n'arrivait pas à distinguer les traits du visage dissimulés par la boue et les ténèbres. Ce n'était ni juste ni nécessaire. Rien ne l'obligeait à contempler ce cadavre parmi tant d'autres. Rien ne l'obligeait à le reconnaître dans l'obscurité. Il s'apprêta à rejoindre son groupe, puis se retourna, non sans mal. Il souleva la poutre pour l'écarter du dos de Lyubov. Il s'agenouilla pour glisser une main sous la lourde tête, de sorte que Lyubov semblait reposer plus tranquillement, la tête au-dessus du sol. Selver resta là, à genoux, immobile. Cela faisait 4 jours qu'il n'avait pas dormi, et il n'avait eu aucun moment de calme depuis plus longtemps encore, sans qu'il puisse le déterminer avec précision. Il avait agi, parlé, voyagé, établi des plans, nuit et jour, depuis son départ de Brotter avec ses compagnons venus de Kadast. Il s'était rendu de ville en ville pour parler aux habitants de la forêt, pour leur expliquer ce qui avait changé, les faire sortir du rêve de sorte qu'ils regagnent le monde, préparer ce qui avait été accompli cette nuit même, parler, parler sans cesse, écouter d'autres parler, sans jamais jouir d'un seul instant de silence ou de solitude. Ils avaient écouté, ils avaient entendu, elle avait suivi, s'étaient engagés sur le nouveau sentier. Ils avaient saisi dans leurs propres mains le feu qu'ils craignaient tant, maîtrisé le mauvais rêve, et lâché sur leur ennemi la mort qu'ils redoutaient. Tout avait été accompli conformément à ses directives. Tout s'était déroulé comme il l'avait annoncé. Les loges et de nombreuses demeures humaines avaient été brûlées. Les vaisseaux volants étaient en cendres ou démolis, leurs armes volées ou détruites, et leurs femelles étaient mortes. Les feux n'allaient pas tarder à s'éteindre. La nuit devenait très sombre, viciée par la fumée. Selver, qui ne voyait presque plus rien, regarda vers l'est en se demandant si l'aube approchait. Agenouillé là dans la boue, il pensa. C'est là le rêve désormais, le mauvais rêve. Je pensais le contrôler, mais c'est lui qui me contrôle. Dans le rêve, les lèvres de Lyubov remuèrent un peu contre sa propre paume. Selver baissa les yeux et vit s'ouvrir ceux du défunt. Il reflétait l'éclat des feux mourants. Au bout d'un moment, l'homme prononça le nom de Selver. « Lyubov, pourquoi es-tu resté ici? Je t'avais dit de quitter la ville cette nuit. » Ce fut ainsi que Selver parla en rêve, d'une voix dure, comme s'il était furieux contre l'ethnologue. « C'est toi, le prisonnier ?» s'enquit faiblement Lyubov sans relever la tête, mais d'un ton si normal que Selver comprit un instant qu'il ne s'agissait pas là du temps du rêve, mais de celui du monde, la nuit de la forêt. Ou bien est-ce moi? Ni l'un ni l'autre, tous les deux. Comment le saurais-je? Tous les appareils et toutes les machines ont flambé. Toutes les femmes sont mortes. Nous avons laissé fuir les hommes qui le pouvaient. Je leur ai dit de ne pas mettre le feu à ta maison. Les livres ne risquent rien. Lyubov, pourquoi n'es-tu pas comme les autres? Je suis comme eux. Un homme. Comme eux. Comme toi. Non. Tu es différent. Je suis comme eux. Et toi aussi. Écoute, Selver, arrête. Tu ne dois pas continuer à tuer d'autres hommes. Tu dois retourner à toi-même, à tes racines. Quand ton peuple sera parti, le mauvais rêve cessera. Maintenant, répliqua Lyubov en essayant de redresser la tête.
sauf que son dos était brisé. Il leva les yeux vers Selver, ouvrit la bouche pour parler. Son regard se détourna pour se perdre dans l'autre temps. Ses lèvres demeurèrent entr'ouvertes, muettes. L'air siffla un peu dans sa gorge. Elles appelaient le créate, de nombreuses voix lointaines qui le hélaient encore et encore. « Je ne peux pas rester avec toi, Lyubov !» lui lança un Selver en larmes, mais comme aucune réponse ne lui parvint, il se releva et tenta de s'enfuir, sauf qu'il ne pouvait progresser que très lentement dans les ténèbres du rêve, comme s'il pataugeait dans de l'eau. L'esprit du frêne marchait devant lui, plus grand que Lyubov ou que n'importe quel humain, aussi grand qu'un arbre, sans tourner vers lui son masque blanc. Et tout en s'éloignant, Selver s'adressa à Lyubov. « Nous allons repartir, dit-il, moi le premier. Maintenant, nous allons repartir maintenant, je te le promets, Lyubov. » Mais son ami, le gentil, qui lui avait sauvé la vie et trahissait son rêve, Lyubov ne répondit pas. Il marchait quelque part dans la nuit, près du créate, invisible et silencieux comme la mort. Un groupe de gens de Tountar découvrirent Selver en pleurs, occupé à errer dans l'obscurité en parlant tout seul, terrassé par le rêve. Ils l'emmenèrent avec eux en rentrant promptement à Entor. Là-bas, dans la loge de fortune, une tente dressée au bord de la rivière, il resta pendant 2 jours et 2 nuits à délirer, désemparé, pendant que les vieux hommes le soignaient. Et durant tout ce temps, les gens ne cessaient de venir à Entor et d'en repartir, de retourner au lieu des Chsen, qu'on appelait précédemment Central, pour y enterrer leurs morts et les morts étrangers. Plus de 300 des leurs, plus de 700 des autres. Il y avait environ 500 humains enfermés dans le camp, à l'intérieur de l'enclos à Créate, qui n'avait pas été incendié, se trouvant à l'écart et vide au moment de l'attaque. Autant s'étaient échappés, certains ayant rejoint les camps de bûcherons situés tout au sud qui n'avaient pas été attaqués. On pourchassait ceux qui se cachaient encore, erraient dans la forêt ou dans les terres coupées. Certains étaient tués, car beaucoup parmi les jeunes chasseurs et chasseresses continuaient à n'entendre que la voix de Selver qui disait « Tu es laid ». D'autres avaient laissé derrière eux la nuit de la tuerie, comme s'il s'était agi d'un cauchemar, le mauvais rêve qu'il fallait comprendre de peur qu'il ne se répète. Et cela, confronté à un humain assoiffé, épuisé, tapi dans un bosquet, ne pouvait se résoudre à le tuer. C'était donc peut-être lui qui les abattait. Il y avait des groupes de 10 ou 20 humains, armés de haches et de pistolets, mais peu d'entre eux disposaient encore de munitions. Ces groupes étaient traqués jusqu'à ce qu'un nombre suffisant de chasseurs se soit caché dans la forêt environnante, après quoi ils étaient assaillis, ligotés et ramenés à Eschsen. Ils furent tous capturés en 2 ou 3 jours, car cette partie de Sornol fourmillait d'habitants de la forêt, et il n'y avait jamais eu, de mémoire d'homme, la moitié ou le 10e d'un aussi grand nombre de gens réunis dans un seul endroit. Certains arrivaient encore des villes lointaines et des diverses contrées, d'autres retournaient déjà chez eux. Les humains capturés étaient parqués avec les autres dans le camp, bien qu'ils soient surpeuplés et que les huttes s'avèrent trop petites pour eux. On leur donnait de l'eau et de repas par jour, et ils étaient gardés en permanence par plusieurs centaines de chasseurs armés. Dans l'après-midi qui suivit la nuit d'Eschsen, un vaisseau aérien arriva bruyamment de l'est, volant en rase-motte comme s'il voulait se poser, puis remonta brusquement à la manière d'un oiseau de proie qui vient de rater sa cible pour ensuite tournoyer au-dessus du terrain d'atterrissage dévasté, de la ville incendiée, des terres coupées. Reswan avait veillé à ce que les radios soient détruites, et peut-être était-ce le silence des dites radios qui avait attiré ce vaisseau de Kushil ou de Richwell, où les humains avaient établi 3 petites villes. Les prisonniers du camp se précipitèrent hors des cabanes, lançant des cris en direction de l'appareil chaque fois qu'il passait au-dessus d'eux avec fracas. Il finit par larguer un objet attaché à un petit parachute avant de s'éloigner bruyamment dans le ciel.
Il restait à présent 4 de ces vaisseaux ailés sur Hachi, 3 à Kushil et à Richwell, tous d'un petit modèle capable de transporter 4 hommes. Ils étaient également équipés de mitrailleuses et de lance-flammes, et tracassaient beaucoup Reswan et les autres, alors même que Selver ne leur était d'aucun secours, occupé qu'il était à parcourir les chemins secrets de l'autre temps. Il s'éveilla au temps du monde le 3e jour, maigre, hébété, affamé, silencieux. Après s'être baigné dans le fleuve et avoir mangé, il écouta Reswan, la chef de Ber, et tous ceux qui avaient été choisis comme leaders. Ils lui racontèrent ce qui s'était passé dans le temps du monde pendant qu'il rêvait. Lorsqu'il les eut tous entendus, Selver les parcourut du regard et virent le dieu en lui. Dans la crise de dégoût et de peur qui avait suivi la nuit d'Eshsen, certains d'entre eux en étaient venus à douter. Leur rêve était agité, plein de sang et de feu. Ils étaient entourés toute la journée par des étrangers, des gens venus de tous les coins des forêts, des centaines, des milliers de personnes, toutes rassemblées ici comme des vautours devant une charogne qui ne se connaissaient pas, et il leur semblait que la fin de toute chose était arrivée, que rien ne serait plus jamais comme avant ou plus jamais normal. Mais la présence de Selver leur rappela leur but commun, leur angoisse s'apaisa, et ils attendirent qu'il prenne la parole. « La tuerie est terminée, dit-il. Assurez-vous que tout le monde le sache. » Il les balaya du regard. « Je dois parler avec ceux qui se trouvent dans l'enclos. Qui les dirige là-bas ?» « Dindon, danseur, larmoyant, » répondit Reswan, l'ex-esclave. « Dindon est vivant ? Bien. Aide-moi à me lever, Greta. Mes os sont des anguilles. » Après être resté debout un moment, il se sentit ragaillardi, et 1 heure plus tard, il se mit en route pour Eshsen à 2 heures de marche d'Entor. À leur arrivée, Reswan dressa une échelle contre le mur de la palissade et brailla dans le jargon appris aux esclaves. « Donc venir à la porte. Allez vite. » En bas, dans les chemins qui passaient entre les petits baraquements de ciment, certains des humains crièrent en lui lançant des mottes de boue. Il se baissa et attendit. Le vieux colonel ne se montra pas, mais Gauss, qu'ils appelaient larmoyant, sortit en boitillant d'une cabane et lança à Reswan. « Le colonel Dong est malade. Il ne peut pas venir. »« Malade comment ?»« Le ventre. Maladie de l'eau. Vouloir quoi ?»« Parlez. Mon Dieu. » ajouta Reswan dans sa propre langue en baissant les yeux vers Selver. « Le dindon se cache. Tu veux parler à larmoyant ?»« D'accord. » « Archer, surveillez cette porte. Monsieur Gauss venir porte. Allez vite. » La dite porte s'ouvrit juste assez longtemps pour que Gauss se faufile dehors. Il se tint là, tout seul, face au groupe qui entourait Selver. Il se frottait une jambe, blessé durant la nuit d'Eshsen, et portait un pyjama déchiré, souillé de boue et trempé par la pluie. Ses cheveux grisonnants retombaient en guirlandes plates autour de ses oreilles et sur son front. 2 fois plus grand que ceux qui l'avaient capturé, il se tenait très raide, et de son regard fixé sur eux émanait une détresse courageuse, courroucée. « Vouloir quoi ?»« Nous devons discuter, monsieur Gauss, » répondit Selver, à qui Lyubov avait enseigné un anglais de base. « Je suis Selver, Dufresne d'Eschret. Je suis l'ami de Lyubov. »« Oui, je vous connais. Qu'avez-vous à dire ?»« Que la tuerie est terminée. Si cela constitue une promesse que respecteront votre peuple et le mien, vous pouvez tous partir, à condition de rassembler votre personnel des camps de déboisement de Sornol Sud, de Kushil et de Richwell, et de les maintenir tous ici. Vous pouvez vivre ici, là où la forêt est morte, là où vous faites pousser vos herbes semences. Tout défrichement doit cesser. » Le faciès de Gauss s'était animé. « Les camps n'ont pas été attaqués ?»« Non, Gauss n'ajouta rien. Selver le dévisagea, puis se remit bientôt à parler.
Il doit y avoir moins de 2000 personnes de votre espèce encore en vie dans le monde, je pense. Vos femmes sont toutes mortes. Il y a encore des armes dans les autres camps. Vous pourriez tuer beaucoup d'entre nous, mais nous en avons récupéré quelques-unes, et il vous serait impossible de nous tuer tous. Je suppose que vous le savez, et que ça explique pourquoi vous n'avez pas essayé de vous faire apporter des lance-flammes par les vaisseaux volants, ni de tuer les gardes et de vous échapper. Cela ne servirait à rien. Nous sommes vraiment trop nombreux. Et la meilleure solution, c'est de nous faire cette promesse, après quoi vous pourrez attendre sans danger la venue d'un de vos grands vaisseaux et quitter le monde, ce qui arrivera dans 3 ans, je crois. Oui, dans 3 années locales. Comment le savez-vous? Ma foi, monsieur Gauss, les esclaves aussi ont des oreilles. Gauss le fixa enfin droit dans les yeux, puis détourna le regard, se trémoussa pour tenter de soulager sa jambe. Il revint ensuite à Selver, mais une fraction de seconde seulement. Nous avions déjà promis de ne faire de mal à aucun d'entre vous, ce qui explique pourquoi nous avons renvoyé les travailleurs chez eux. Cela n'a servi à rien, vous n'avez pas écouté. Ce n'est pas là une promesse qui nous a été faite. Comment conclure un accord ou un traité avec des gens qui n'ont pas de gouvernement, pas d'autorité centrale? Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr que vous sachiez vraiment ce qu'est une promesse. Celle-ci n'a pas tardé à être rompue. Que voulez-vous dire? Par qui? Comment? À Richwell, en Nouvelle-Java, il y a 14 jours, une ville incendiée et ses habitants tués par des humains du camp de Richwell. C'est un mensonge. Nous sommes restés en permanence en contact radio avec la Nouvelle-Java jusqu'au massacre. Personne ne tuait les indigènes là-bas, ni ailleurs. Vous dites la vérité que vous connaissez, répliqua Selver. Et moi, celle que je connais. J'admets votre ignorance des tueries de Richwell, mais vous devez admettre mes dires si je vous affirme qu'elles ont bel et bien eu lieu. La proposition demeure. Cette promesse doit nous être faite directement, et elle doit être tenue. Vous voudrez bien parler de ces questions avec le colonel Dong et les autres. Gauss fit mine de rentrer dans l'enclos, pour finalement se retourner. Qui êtes-vous, Silver? Lui demanda-t-il de sa voix rauque et profonde. Est-ce que c'est vous qui avez organisé l'attaque, qui l'avez menée? Oui, c'est moi, Alors tout ce sang est sur vos mains. fit Gauss, avant d'ajouter brusquement d'un ton féroce. Celui de Lyubov aussi, vous savez. Il est mort, votre ami Lyubov. Selver ne comprit pas l'expression. Il avait appris le meurtre, mais ne connaissait pas grand-chose de la culpabilité à part le mot. Ses yeux se fixèrent un instant sur le pâle regard furieux de Gauss, et il ressentit de la peur. Il s'efforça de la repousser en fermant un instant les paupières, pour finalement déclarer « Lyubov est mon ami, donc il n'est pas mort. » Vous êtes des enfants. Répliqua Gauss d'une voix haineuse. Des enfants, des sauvages. Vous n'avez pas la moindre idée de ce qu'est la réalité. Ceci n'est pas un rêve, c'est réel. Vous avez tué Lyubov. Il est mort. Vous avez tué les femmes. Les femmes. Vous les avez brûlées vives. Vous les avez abattues comme des animaux. Aurions-nous dû les laisser vivre? Demanda Selver avec une véhémence égale à celle de Gauss, mais d'une voix douce, légèrement chantante. Pour que vous vous reproduisiez comme des insectes dans la carcasse du monde, que vous nous envahissiez. Nous les avons tués afin de vous stériliser. Je sais ce qu'est un réaliste, monsieur Gauss. Lyubov et moi avons parlé de ces mots. Un réaliste est un homme qui connaît à la fois le monde et ses propres rêves. Vous n'êtes pas des gens sensés. Il n'y a pas un seul homme sur le millier qui se trouve ici qui sache comment rêver. Pas même Lyubov, alors que c'était le meilleur d'entre vous. Vous dormez, vous vous réveillez et vous oubliez vos rêves. Vous dormez encore, et vous vous réveillez encore, et vous passez ainsi l'intégralité de votre existence en pensant qu'il s'agit de la vie, de la réalité. Vous n'êtes pas des enfants, vous êtes des hommes adultes, mais déments. Et c'est pour ça qu'on a dû vous tuer.
avant que vous ne nous entraîniez dans cette folie. Rentrez chez vous, maintenant, et parlez de la réalité avec les autres démons. Parlez-en longtemps et bien. Les gardes ouvrirent la porte, menaçant de leurs épieux les humains rassemblés à l'intérieur. Gauss retourna dans l'enclos, ses grandes épaules voûtées, comme s'il voulait se protéger de la pluie. Le nom du monde est forêt. Par Ursula Le Guin. Chapitre 6. Première partie. Vous avez aimé ce chapitre? Eh bien, likez ou laissez-moi un commentaire. N'hésitez pas par ailleurs à vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche afin d'être tenu au courant des prochaines publications. Et pour les plus généreux d'entre vous, payez-moi quelques cafés. Le lien est dans la description. À bientôt.